Bonjour tout le monde, mon nom c'est Gabriel Atti, je suis néonatologiste à l'hôpital de Montréal pour enfants et aujourd'hui on va parler de l'analyse par suivi de pixels ou de l'analyse de déformation myocardique, qu'on appelle en anglais 2D, 3D Spectral Tracking Echocardiography. Et donc je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne bien. Donc, j'ai pas d'avis de divulgation. I don't have any disclosure regarding this teaching or this talk. Donc, rapidement, on sait que les structures cardiaques sont quand même des structures assez complexes. Et c'est d'autant plus complexe lorsqu'il y a des anomalies au point de vue structurel, que ça soit congénital ou acquise plus tard dans la vie, comme des sténoses mitrales ou régurgitation mitrale. Et on sait que les ventricules sont interreliés. Donc ici, on a un ventricule gauche par reconstruction tridimensionnelle via IRM et un ventricule droit. Et on voit qu'il y a définitivement plusieurs couches musculaires et ces couches sont de différentes orientations au point de vue de qu'est-ce qui se passe au niveau proche de l'endocarde versus de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'épicarde. Et ils ont également une couche qui est partagée entre les deux côtés du cœur au niveau ventriculaire. Et donc, on peut comprendre que durant la contraction et durant la relaxation, ces deux ventricules vont interagir, que ce soit du fait qu'ils ont un système de conduction qui est connexe ou qui est en lien avec le fait qu'ils partagent des fibres musculaires. Donc, on sait que le processus de pouvoir créer une contraction effective, c'est-à-dire d'avoir une éjection, est dépendante notamment, entre autres, de la précharge, c'est-à-dire du remplissage de ces ventricules, puis éventuellement de la contractilité, ainsi que de la post-charge contre laquelle ces ventricules vont contracter. Donc, la post-charge représente un petit peu l'obstacle à travers lequel ces ventricules doivent faire face pour pouvoir envoyer du sang dans les territoires vasculaires correspondants. Donc, c'est évidemment dépendamment de l'architecture de ces ventricules, c'est dépendamment, entre autres, de cette post-charge, et c'est dépendamment de cette discussion qui se produit entre ces deux ventricules, du fait qu'ils ont premièrement des fibres qui sont connexes aux deux ventricules, mais également qui partagent un septum interventriculaire entre ces deux côtés de la paroi, des parois ventriculaires. Et finalement, on sait que l'activation précise de ces fibres dans une certaine synchronie ou dans une certaine organisation qui est faite de manière très judicieuse, permet justement d'activer ces fibres dans une séquence qui permettent à cette contraction et à cette relaxation de se produire de manière harmonieuse. Donc, on peut comprendre que si, par exemple, il y a une partie du ventricule ici qui se fait activer et que 2 minutes plus tard, c'est cette partie-là qui se fait activer, bien évidemment, la contraction ne se produira pas de manière harmonieuse. On veut évidemment qu'il y ait une certaine séquence qui ait lieu, ce qui permet, entre autres, au ventricule de pouvoir se coordonner pour donner une contraction, une relaxation éventuellement effective. Mais on peut comprendre que, par exemple, si on a des situations comme une régurgitation mitrale ou une régurgitation tricuspidienne, ce qu'on devrait dire une insuffisance mitrale ou une insuffisance tricuspidienne, ça vient faire que le ventricule pompe, premièrement en envoyant du sang vers les voies de chasse, donc du ventricule gauche ou du ventricule droit correspondant, mais également renvoie une partie du volume d'éjection dans les oreillettes. Et on sait que les oreillettes, c'est des cavités généralement à basse pression, donc c'est beaucoup plus facile d'envoyer du sang en arrière s'il y a énormément d'insuffisance tricuspidienne ou mitrale que d'envoyer du sang vers l'avant où est-ce que les territoires vasculaires ont une résistance un peu plus importante et c'est plus difficile d'envoyer du sang. Donc finalement, il y a une partie de ce volume d'éjection qui est perdu lorsqu'on est dans des situations d'insuffisance des valves atrioventriculaires. Et donc, c'est à prendre en considération lorsqu'on essaye d'estimer la performance cardiaque. Et malheureusement, il n'y a pas d'outils géniaux qui nous permettent de bien quantifier tout cela, mais c'est donc en mettant, entre autres, l'information qu'on obtient de toutes les évaluations, entre autres des valves atrioventriculaires,
de la performance myocardique droite et gauche, du comportement ventriculaire. Et donc, c'est en mettant en lien toutes les informations qu'on obtient à travers les différentes vues et les différentes mesures qu'on est capable d'apprécier un peu quelle est la performance de ce ventricule-là. Et donc, on sait que la fonction, entre guillemets, ou la performance cardiaque est entre autres divisée en systole et diastole, et on passe principalement notre temps en diastole, c'est-à-dire en relaxation et éventuellement en remplissage, parce qu'on sait qu'on a des périodes de contraction et de relaxation qu'on dit isovolumétriques, durant lesquelles les volumes intracardiaques sont stables. Et ensuite de cela, lorsque les valves, par exemple, atrioventriculaires s'ouvrent, on a un remplissage ventriculaire, éventuellement on a un début de contraction, où est-ce que toutes les valves sont fermées et qu'on a un volume isovolumétrique de contraction, et éventuellement les valves au niveau des voies de chasse s'ouvrent et on a une éjection et une perte de volume ventriculaire. Maintenant, pour comprendre un peu l'analyse de déformation, on va brièvement discuter de comment la fonction cardiaque se produit. Donc, on sait que le ventricule gauche et le ventricule droit ne se contractent pas de la même manière. Le ventricule gauche a un composé important de ce qu'on appelle contraction circonférentielle, et c'est pourquoi une majorité des mesures qu'on utilise pour pouvoir quantifier la fonction systolique prennent en compte le fait que c'est un ventricule qui contracte principalement de manière circonférentielle, c'est-à-dire vers l'intérieur. Il y a aussi un élément de torsion, comme une serviette qu'on essaye d'essorer, avec l'apex, le niveau apical, et la base, c'est-à-dire où est-ce que la valve mitrale est ancrée, vont tourner de manière différente. Donc, on a un certain élément de torsion, comme une espèce de serviette qu'on essore, et évidemment, le sang part de l'apex ou du niveau apical et s'en va vers la voie de chasse. On ne veut pas que le sang aille vers de la voie de chasse, vers le niveau apical, ça serait une perte d'énergie. Et les mouvements de torsion se produisent sous différents angles, que ce soit au niveau de l'endocarde et à mesure qu'on va vers l'épicarde, puisque les fibres musculaires ne sont pas orientées de la même manière. Et on sait que le ventricule gauche a vraiment un élément longitudinal qui est quand même assez limité. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a une mesure qui se fait par mode M, qui s'appelle le MAPSI, ou Mitral Annular Plane Systolic Excursion, qui n'est pas vraiment une mesure qui a été retenue de manière consistante par l'American Society of Echo, justement parce que le composé de contraction longitudinale du ventricule gauche reste un composé quand même minimal. Et donc, on parle surtout d'une contraction où est-ce qu'on est circonférentiel, donc vers l'intérieur, ainsi qu'une contraction au niveau torsionnel, où est-ce que la base et l'apex ne vont pas rotationner de la même manière. Donc, un des troisièmes éléments à la contraction myocardique du ventricule gauche correspond à ce qu'on appelle la contraction radiale. Et donc, qu'est-ce que la contraction radiale? C'est que lorsqu'un muscle se contracte, il a tendance à s'épaissir puisque tout devient plus dense. Exemple, on va au gym et on se contracte les biceps. Notre biceps prend du volume et donc lors du pic de la contraction, on a également un composé radial qui peut être affecté dans certaines conditions, comme par exemple des cardiomyopathies. Donc, si on met le tout en 3 dimensions, donc vous avez le site web ici de ce laboratoire qui nous a donné des reproductions tridimensionnelles. Et ce qu'on voit ici, c'est que le ventricule gauche a une tendance de contraction circonférentielle, donc vers l'intérieur. Donc, c'est le diamètre qui diminue dans le temps, mais également certains composés de contraction rotationnelle, où est-ce que la composée longitudinale de cette contraction reste minimale dans le point de vue de cette performance. Et donc, on va parler de l'analyse par déformation, mais l'avantage de l'analyse par déformation, c'est que ça tient en compte toutes les frames qu'on obtient lorsqu'on prend une image de nos ventricules. Et donc, c'est capable de suivre les pixels de ce ventricule. Donc, on mentionne à l'algorithme de l'ordinateur où est-ce qu'est la bordure endocarde-myocarde. Et à la suite de cela, en suivant chaque frame qui compose notre clip, l'ordinateur est capable de suivre les différents segments de contraction et de relaxation ventriculaire.
Donc, par exemple, ça nous évite d'avoir le souci où est-ce que si, par exemple, cette portion du ventricule ne participe pas à la contraction, soit parce qu'il y a de la fibrose, de l'ischémie, ou, exemple, la conduction électrique ne se fait pas de manière harmonieuse, eh ben, ce segment, à l'œil nu, semble bouger dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a les segments qui sont connexes à ce segment-là, qui fait que ben, il va être tiré vers l'intérieur de la cavité. Et donc, notre œil pourrait potentiellement ne pas détecter le fait que ce segment-là ne contracte pas. Et donc, c'est vraiment simplement en suivant les pixels qui composent ce cœur qu'on est capable d'analyser la déformation de chaque segment et de vérifier qu'il participe à l'ensemble de la contraction, de la relaxation. Donc, l'image en tant que telle est composée de pixels, ou en anglais on dit de speckles, qui sont des échos-densités qui sont formés par le fait que notre densité myocardique versus notre densité sanguine est complètement différente. Et donc, ça permet justement de suivre ces différents pixels dans le temps et de pouvoir nous donner une idée de comment ce myocarde se déforme, ou comment il se contracte ou se relaxe. Quand on dit le strain, c'est quoi? C'est un pourcentage de déformation. Ça veut dire qu'on commence avec une certaine mesure. Ça peut être, par exemple, 10 cm ici. Et lorsqu'on est au pic de notre contraction, on est rendu à 9 cm. Donc, on fait 10 moins 9, ça fait 1 cm divisé par 10 cm au départ. Ça veut dire qu'on s'est déformé d'à peu près 10%. Donc, c'est vraiment ça le strain, c'est un pourcentage de déformation des segments. Et on est capable ensuite de faire des moyennes entre les différents segments qui composent le ventricule. Et donc, grâce à cette analyse de déformation, premièrement, on est moins dépendant de l'angle d'acquisition de l'image. Deuxièmement, on est moins dépendant de cet effet de ce qu'on appelle le tethering. Donc, si on fait une quantification de la fraction d'éjection utilisant, par exemple, le Simpson, évidemment, on n'utilise que 2 points dans le temps. Donc, on voit juste le pic de la contraction et le pic de la dilatation, pic diastole, pic systole. Et donc, on utilise ça en assumant que toutes les zones de ce muscle-là ont participé à la contraction, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Et l'autre chose, l'avantage, c'est qu'on est capable d'évaluer non seulement la valeur absolue du pourcentage de déformation, mais aussi la vitesse ou la rapidité à laquelle elle se produit. On appelle ça le strain rate. On est capable aussi d'évaluer les déplacements ventriculaires. Donc, quel est le déplacement absolu? Donc, combien de millimètres ou de centimètres, par exemple, la paroi ventriculaire s'est déplacée dans le temps. Ce qui nous permet parfois de quantifier aussi ou d'estimer des volumes, ou donc éventuellement d'estimer des fractions d'éjection. Ça nous permet aussi d'utiliser cette technologie pour pouvoir reconstruire des volumes tridimensionnels, mais également d'évaluer cette déformation dans différents plans. Donc, pas seulement au niveau longitudinal, mais également au niveau circonférentiel, radial et rotationnel. Donc, si on reprend ces concepts, ce que le strain fait, c'est que ça utilise les différentes images qu'on a acquises. Ça utilise les pixels de l'ancienne location à la nouvelle location, donc que ça soit en systole ou en diastole. Et ça utilise ces propriétés-là pour pouvoir quantifier un certain degré de déformation. Et par convention, lorsque ces valeurs rétrécissent, on parle de valeurs négatives. Et lorsque ces valeurs augmentent ou s'accroissent, on parle de valeurs positives. Donc, exemple, en systole, à la contraction, normalement, notre fibre musculaire au niveau longitudinal va diminuer. Donc, ça va rétrécir. Donc, on parle d'un longitudinal strain, un strain, une déformation longitudinale qui va être négative au pic de la contraction. Alors qu'au pic de la relaxation, lorsque ça se relâche, ça va devenir positif puisque évidemment, on a une augmentation sur le plan longitudinal. Comme je vous l'ai dit, au niveau radial, le muscle a tendance à s'épaissir lorsqu'on a une contraction. Donc, s'il s'épaissit, théoriquement, au pic de la contraction, ça va devenir positif. Versus lorsque on est en situation de relaxation, on a un affinement de la paroi musculaire.
le strain radial va être en valeur négative en diastole. Et il y a des conventions, diverses conventions, je dois l'avouer, mais l'American Society of Echo utilise une convention sur 18 segments qui va diviser le ventricule gauche en segments au niveau de la base, au niveau de l'apex et au niveau mid-papillaire. Donc, on voit ici les muscles papillaires, ainsi que différents segments sur le plan frontal. Que ça soit quand on regarde au niveau de apical, avec nos vues apicales, et qu'on est capable d'obtenir ces différents segments. Et idéalement, si on a un volume 3D, eh bien, avec un seul heartbeat, donc contraction cardiaque, ou avec l'utilisation de ce qu'on appelle des volumes subséquents, donc une reconstruction 3D en utilisant 2, 4 ou 6 contractions pour pouvoir faire une moyenne de ces différents volumes dans le temps, on est capable de reconstruire le ventricule droit en tridimensionnel. Donc, on récapitule. Le ventricule gauche, lorsqu'il est complètement en période de diastole, dilaté ou rempli, on voit que son segment ici est beaucoup plus important que le segment au pic de la contraction. Et donc, ce changement en taille qui s'est produit est un changement qui va être exprimé en négatif et qui peut être exprimé en pourcentage. Donc, lorsqu'il est exprimé en pourcentage, on parle de strain. Lorsqu'on regarde simplement au déplacement qui s'est produit, on parle de déplacement. Et lorsqu'on parle de vitesse de déformation, donc la vitesse à laquelle il y a eu ce raccourcissement, on parle de strain rate. Il y a des algorithmes qui ont été produits dans le passé où est-ce qu'on voulait évaluer le pic de cette déformation lorsque ça se reflétait à travers le pic de l'éjection. Et donc, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait aussi un Doppler au niveau de la valve aortique ou de la valve pulmonaire pour le ventricule droit et on regardait le pic d'éjection. Et donc, on était capable, avec le pic d'éjection, de pouvoir dire si le pic de contraction de ces ventricules et de ces parois ventriculaires correspondait, entre autres, au pic d'éjection au niveau de la valve aortique. Donc, avec le temps, beaucoup de la littérature parle plutôt de pic contractionnel strain, et donc ne tiennent plus vraiment en compte de qu'est-ce qui se passe au niveau de la valve aortique, mais plutôt regardent le pic du segment de contraction ventriculaire. Donc, on parle à ce moment-là de peak longitudinal strain versus lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau correspondant au niveau de la valve aortique, on parle de peak systolic longitudinal strain. Lorsqu'on prend tous les segments ensemble et qu'on fait une moyenne, on parle de peak global longitudinal strain. Et lorsqu'on parle d'un pic global en prenant toutes les vues cardiaques apicales pour mettre en compte ces différents segments-là et qu'on tient en plus en compte de l'ouverture de la valve aortique et du pic d'éjection, on parle de peak global longitudinal systolic strain. On va revoir ça lorsqu'on met ça en application. Donc, lorsqu'on fait une analyse de déformation, comme par exemple ici, éventuellement, le programme, dépendamment de quel programme vous utilisez, il y en a plusieurs sur le marché qui ont quelques différents algorithmes et qui se ressemblent quand même, somme toute, globalement dans leurs principes. Ce qu'on voit, c'est que on nous donne soit un strain en pourcentage, donc une déformation. Donc ici, admettons qu'on avait, comme je vous ai dit, 10 cm, et là, on est rendu à 9 cm. Ben, en gros, on a déformé de 10%. Puis, ça peut nous donner aussi ce qu'on appelle un strain rate, c'est-à-dire la vitesse à laquelle cette déformation se produit en secondes, divisé par seconde, parce que c'est une mesure qui est une vitesse donc comparée au temps. Donc, ici, on a le parcours de notre ventricule. Donc, lorsqu'on est au temps zéro du début de la systole, ce segment-là, ou le segment qu'on observe, ça peut être l'ensemble du ventricule, donc ce qu'on appelle la moyenne de tous ces segments-là. Donc, si on regarde le segment, lorsqu'on a un début de contraction, le ventricule se fait activer et on a un pourcentage de déformation dans le négatif qui commence à se produire. Et donc, à mesure qu'il y a la contraction qui se produit,
on est négatif, 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 négatif. Puis éventuellement, on va tomber dans ce qu'on appelle le pic de négativité, donc c'est le pic de systole. Puis à mesure que cette paroi ventriculaire va commencer à se relâcher, on va commencer à rentrer dans notre diastole jusqu'à qu'on arrive au niveau de base, donc où est-ce qu'on retrouve notre taille complète, et donc on retourne à 0% de cette taille complète, qui est le pic de notre diastole. Et donc, vous voyez ici, le pic de contraction en pourcentage est à cette zone-là, donc on appelle ça le peak systolic strain. Et ce peak systolic strain est souvent, donc va être négatif au pic de la systole. Ceci peut être exprimé en vitesse, et donc on parle ici de peak systolic strain rate, et vous voyez ici que le pic ou la valeur maximale de cette vitesse se produit souvent au niveau du mid-systole, donc au milieu du temps de notre systole à peu près. Et éventuellement, il y a une décélération dans cette contraction. Donc, il y a une accélération et éventuellement une décélération de cette contraction. Puis ensuite de cela, il y a une vitesse de relaxation, donc il y a une vitesse d'expansion. Et souvent, cette vitesse d'expansion va ressembler au concept que l'on retrouve au niveau des Doppler, c'est-à-dire une première relaxation qui se fait passive, puis ensuite de cela, un rebound ou une deuxième accélération qui se produit lorsque l'oreillette se contracte et qu'il y a un volume d'éjection de l'oreillette qui rentre dans la cavité ventriculaire, ou qui fait qu'il y a une deuxième expansion qui se produit lors de la contraction auriculaire, qu'on retrouve aussi au niveau comme un blip ici lors du strain. Donc, un petit peu de terminologie. Le strain, c'est une modification de la distance entre deux points. Le strain rate, c'est la vitesse à laquelle cette déformation se produit. Et cette déformation peut être quantifiée au niveau régional, mais également au niveau global. Et cette technologie nous permet ici d'évaluer s'il y a ce qu'on appelle de la synchronie ou de la dysynchronie au niveau des différentes zones régionales de contraction. Donc, si on voit grâce à justement nos différentes évaluations de la déformation, qu'il y a des zones qui contractent à différents temps au niveau du pic de cette contraction. Donc, vous voyez le pic de cette contraction. Donc, si on voit que ces courbes, une fois lorsqu'on évalue tous les différents segments, se fait de manière disparate, on va être capable de dire qu'il y a différents segments qui contractent à différents moments et des fois, ça peut nous indiquer qu'il y a eu une certaine souffrance myocardique. Il y a différents programmes. Donc, ici, je vous en donne quelques-uns. TomTech, qui est un programme qui a l'avantage de pouvoir prendre toutes les plateformes. VVI de Siemens, EcoPack de GE. Philips utilise un produit qui s'appelle QLab, mais ils ont racheté TomTech. Toshiba a son propre programme. Donc, il va y avoir certaines différences. L'important, c'est lorsqu'on compare des patients, c'est idéalement d'utiliser le même programme pour pouvoir avoir une certaine linéarité dans le temps lorsqu'on va suivre ces valeurs. C'est des techniques qui sont un petit peu variantes dans la manière de calculer ces courbes-là, mais globalement, ce qui calcule, ou plutôt de suivre aussi l'algorithme de suivi de pixels est un petit peu différent, mais globalement, il donne quand même des valeurs qui se ressemblent. Donc, on a parlé des valeurs négatives lors de la diminution versus lorsqu'on a un épaississement ou une augmentation, on parle plutôt de valeurs positives. Donc, ça, on en a parlé. Pour pouvoir faire du strain, idéalement, il faut avoir un ECG pour pouvoir bien quantifier le moment ou le début de notre systole ainsi que le QRS. Pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il y a une activation ventriculaire. Il y a aussi des méthodes qui se font par tracé un mode, on va en parler un petit peu. Et idéalement, pour pouvoir faire du strain ou d'analyse de déformation, il faut idéalement avoir des valeurs de frame rate qui sont au-delà de 60 ou 70 frames per second. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment obtenir des vues avec un secteur d'acquisition d'images qui est le plus possible identifiant les parois ventriculaires d'intérêt. Donc, vraiment éviter de perdre de la puissance acoustique lorsqu'on fait l'acquisition des images. Et c'est pour ça que l'acquisition des images pour le strain est très, très importante
puisqu'on veut avoir la meilleure définition endocarde-myocarde. On veut la valeur de framerate la plus élevée lorsqu'on fait l'acquisition des images et on veut également avoir tous nos murs, donc la paroi ventriculaire, on veut être capable de la suivre, l'apex, la base, tous ces éléments-là. Il faut savoir que la plupart des laboratoires d'échographie, une fois qu'ils vont emmagasiner les images, vont souvent l'emmagasiner aux alentours de 20 à 30 frames per second, même si lorsque l'acquisition, vous la faites sur une machine avec un très haut niveau. Et c'est pour ça que la plupart des laboratoires d'échographie qui vont faire du strain vont faire les analyses sur la machine plutôt que de les faire sur les plateformes par ordinateur en rétrospect, en post-processing, parce que justement, les images ont été transmises dans des serveurs PAX compressés. Et il y a un concept qui est quand même important. Il y a le concept d'acquisition en images brutes ou raw imaging. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un film, donc si vous tournez un film, souvent, vous savez que plus il y a d'images dans une période, par exemple, d'une minute, plus la granularité temporelle, la fluidité des mouvements des personnages va être beaucoup plus intéressante. Et donc, si vous avez 10 frames pour une minute, les mouvements vont être saccadés, versus si vous avez 100 frames pour une minute, on voit vraiment les mouvements des personnages de manière très granulaire. Mais l'image aussi en tant que telle peut être compressée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque image qui compose ce clip-là peut être à haute définition ou à basse définition. Donc, quand vous faites une acquisition des images par échographie, souvent les machines vont avoir tendance à compresser la qualité de l'image. Si vous voulez les images brutes, il y a souvent des manipulations à faire ou des boutons spécifiques sur la machine pour pouvoir acquérir ces images brutes à haute fidélité ou à haute résolution de qualité d'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez par exemple une photo avec votre téléphone, iPhone, Samsung, etc., et que vous l'envoyez à quelqu'un, souvent ça va vous dire est-ce que vous voulez small, petite, large, medium, parce que justement l'appareil va compresser l'image pour en diminuer la taille. Et donc quand on fait du stream, idéalement on doit avoir le plus grand frame rate, mais également la plus grande qualité d'image. C'est pour ça que souvent on va avoir des images en brut, qui sont souvent des images de très haute densité au point de vue de leur place au niveau des serveurs. Et c'est pour ça que la plupart des laboratoires d'échographie clinique ne vont pas faire du strain en post-processing, justement parce que les appareils sont calibrés pour pouvoir prendre et transférer ces images sur le PAX compressé, ainsi qu'avec un frame rate de 20 à 30 frames per second. Donc, si on veut faire du strain dans des laboratoires d'échographie clinique, c'est souvent directement à même la machine lors de l'acquisition des images. À moins que vous ayez des paramètres qui permettent d'envoyer certaines images en brut avec le frame rate d'origine, comme ce qu'on a, par exemple, nous, dans notre laboratoire de recherche. On acquiert les images et elles sont envoyées de la sorte dans le serveur, ce qui fait qu'on est capable d'aller rechercher ces images-là ensuite par le serveur et qu'on est capable de faire nos analyses sur les plateformes qui sont sur des ordinateurs plutôt que sur la machine. Donc, une chose qui est importante de comprendre, c'est que les fractions d'éjection qui sont mesurées par les outils qu'on a par échographie cardiaque, comme par exemple le Simpson ou le Bullet Method, sont parfois peut-être préservées. Puis ensuite de ça, quand on fait des analyses régionales, on voit qu'il y a finalement des débuts de maladies cardiaques qui sont suspectés via les analyses par strain. Donc, exemple, si on a une ischémie localisée ou un début de cardiomyopathie, parfois on est capable de détecter que certains éléments du myocarde ne sont pas en santé grâce à justement ces anomalies qui sont là. Le auto-tracking nous permet aussi d'évaluer parfois le fractional error change du ventricule droit ou du ventricule gauche même, ainsi qu'avoir des estimés de la fraction d'éjection. Et on est capable d'utiliser cette technologie aussi pour évaluer les volumes auriculaires. Donc, par exemple, le volume de l'oreillette gauche dans les situations où est-ce qu'on a, par exemple, des sténoses mitrales ou des insuffisances mitrales. Donc, on a parlé qu'idéalement, on veut l'ECG.
Je vous ai déjà mentionné qu'au niveau de la sémantique, on parle de peak global longitudinal systolic strain and strain rate. Si on a, entre autres, la valeur des Doppler de la valve aortique, ce qu'on ne fait plus vraiment de nos jours. La plupart des labos ne vont plus demander, ou la plupart des algorithmes ne vont plus tenir en compte du Doppler de la voie de chasse gauche ou de la voie de chasse droite, dépendamment du ventricule. Donc, from R to pulmonary valve, si c'était le ventricule droit, il nous faudrait la voie de chasse droite, le Doppler de la voie de chasse droite. On parle plutôt souvent du peak global longitudinal strain qui prend en compte, pour le ventricule gauche, des évaluations au niveau de la vue par apicale 2 chambres, 3 chambres et 4 chambres. Et si on prend simplement une évaluation du strain dans le 4 chambres, on parle d'un peak longitudinal strain. Lorsqu'on regarde au niveau courax, c'est souvent fait au niveau mi-papillaire et c'est un circumferential strain. Donc, le circumferential, c'est quand on regarde la contraction vers l'intérieur. Je vous ai mis ici pour votre référence, donc c'est quoi le strain? Donc, c'est une déformation myocardique. Le strain rate, c'est une vitesse de déformation. Longitudinal, c'est l'axe quand on regarde au niveau de l'apex, donc de la base à l'apex. Radial, c'est lorsqu'on regarde on le fait au niveau du parasternal corax, et c'est lorsqu'on regarde l'épaississement du muscle lors du pic de la contraction, ainsi que l'affinement musculaire lorsqu'il y a le pic de dilatation ventriculaire. La contraction circonférentielle, c'est lorsqu'on regarde au niveau du corax et du périmètre circulaire. La torsion et le twist sont des évaluations rotationnelles. Donc, le twist, c'est la différence, donc c'est pas la danse, mais c'est la différence de cet axe de rotation en degrés qui se passe au niveau de l'apex comparé à la base, alors que la torsion, c'est cette différence en degrés comparée à la distance entre la base et l'apex. Donc, c'est vraiment the length of the ventricle. Donc, on normalise ce twist par rapport à c'est quoi la taille ventriculaire, parce qu'on sait que, par exemple, le twist va être différent chez l'enfant comparé à l'adulte et peut varier selon la taille de la personne. Donc, par exemple, les femmes versus les hommes qui sont peut-être de plus grand calibre ventriculaire. Untwisting rate, c'est la vitesse à laquelle il y a une détorsion ventriculaire gauche, donc c'est un marqueur de fonction diastolique. Le bull's-eye, c'est la carte des strains topographiques. Donc, on parle souvent d'une division en 17 ou 18 segments, dépendamment de la nomenclature que vous utilisez. Donc, rapidement, les mécaniques rotationnelles sont souvent les mécaniques qu'on regarde au niveau de l'endocarde. On a de moins bonnes technologies pour évaluer ce qui se passe au niveau myocarde et épicarde. Ça peut se faire des fois à l'IRM, mais souvent même à l'IRM, la résolution est plus difficile avec les IRM commerciaux qu'on a et le frame rate est souvent trop bas. Donc, ici, le twist, c'est souvent la valeur en degrés de rotation qui se passe à l'apex moins ce qui se passe au niveau de la base. Et par définition, la base est souvent donnée une rotation qui est en valeur négative parce qu'elle est au niveau horaire. Donc, c'est souvent au niveau horaire qu'il y a une contraction au niveau de la base, alors qu'au niveau apical, on est anti-horaire et donc on est une valeur positive. Donc, positif moins une valeur négative, donc ça finit par devenir un plus. Ça nous donne des valeurs de rotation ou de twist. Donc, souvent, si on voit les paramètres de rotation, donc comme je vous ai dit, on a différentes rotations au niveau de l'endocarde ou de l'épicarde. Ici, c'est au niveau de l'endocarde, donc au temps 0, on commence à avoir une certaine rotation. Puis, on voit que l'apex a une rotation positive, qui est ici, donc la valeur en orange. Puis ensuite, la base a une rotation négative, puisqu'elle est clockwise ou horaire. Puis ensuite, le twist
c'est l'apex moins la base. Donc, c'est normal d'avoir une valeur encore plus positive, puisque ça, moins une valeur négative de base, nous fait une valeur encore plus positive. Donc, le pic rotationnel pour ce patient-là est aux alentours de 16 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on parle quand on dit de bull's eyes. C'est lorsqu'on a mis en contexte tous les segments de notre ventricule et ça nous permet d'avoir une carte où est-ce que tous ces segments sont quantifiés au point de vue de la déformation. Et donc, on va passer à travers les différents éléments. Souvent, on parle de moins 20 comme étant la valeur chez l'adulte, qui est une valeur dans le limite de la normale. Et on sait que la base, c'est-à-dire la zone où est-ce que la valve mitrale est attachée, va avoir moins de mouvements de déformation comparé à l'apex, qui est souvent la partie plus contractile ou plus puissante de notre ventricule, d'où l'importance de pouvoir obtenir des imageries de l'apex qui sont fiables, puisque c'est une des grandes, un des éléments importants de la contraction. Donc, brièvement, on va parler du ventricule droit. Le ventricule droit a une configuration qui est très différente du ventricule gauche. Je pense qu'on le voit ici. Premièrement, vous voyez que la valve tricuspide et la valve pulmonaire ne sont pas en continuité fibreuse, alors qu'il y a une continuité fibreuse entre la valve mitrale et la valve aortique. La valve tricuspide est souvent au niveau de l'axe postérieur, alors que la valve pulmonaire est au niveau de l'axe antérieur de la cavité thoracique. Donc, on sait que souvent, on doit aller en postérieur pour voir notre valve tricuspide et qu'on doit aller en antérieur pour voir notre valve pulmonaire, alors que la valve aortique se trouve souvent au niveau central, cardiaque. On le voit lorsqu'on le fait le parasternal corax. On voit ce signe de Mercedes au milieu de notre image, qui représente la valve aortique lorsqu'elle est évidemment tricuspide. Et on a mentionné que le ventricule gauche contracte principalement de manière circonférentielle, c'est-à-dire que ça la contracte au niveau en rentrant vers l'intérieur de la cavité et que le composé longitudinal est beaucoup moins significatif pour la performance du ventricule gauche. Le ventricule droit a plutôt une contraction longitudinale. Donc, on voit ici la valve tricuspide qui a tendance à ballotter dans le temps et qui contracte donc en plongeant vers l'intérieur de la cavité ventriculaire droite. Le septum a tendance à contracter vers l'intérieur de la cavité et la paroi libre du ventricule droit a aussi tendance à rentrer vers l'intérieur de la cavité droite. Ce qui fait que ça a un effet de péristaltisme, comme un soufflet qu'on met devant le feu pour essayer d'augmenter la quantité de braise en envoyant de l'oxygène sur le feu. Donc, les soufflets, c'est la même chose. Donc, un élément de contraction longitudinale, de péristaltisme de la valve tricuspide vers la voie de chasse droite. Et évidemment, ces composés peuvent être affectés s'il y a par exemple de l'hypertension pulmonaire et que le septum se voit avoir un certain niveau de dyskinésie avec un aplatissement du septum. Donc, la performance myocardique droite peut être impactée, peut avoir un impact de justement ces différents éléments. Et donc, le concept de déformation myocardique s'applique tout autant au ventricule droit, où est-ce qu'on va essayer d'aller quantifier cette déformation qui est principalement longitudinale. Et c'est pour ça qu'un des marqueurs de fonction du ventricule droit, c'est souvent le TAPSI, qui est une valeur très facile à obtenir du mouvement de la valve tricuspidienne en pic de systole et qui nous permet de quantifier justement la contraction du ventricule droit. Donc, en 2D, ça ressemble à ça. Lorsqu'on... je vais vous montrer en live parce qu'ici, on ne le voit pas. Donc, j'ai pris aléatoirement un patient dans notre laboratoire qui a été recruté pour un projet de recherche. Et ici, on est dans la plateforme TomTech. Donc, TomTech, c'est un des outils ou des programmes qui peuvent être utilisés pour, entre autres, quantifier l'analyse par déformation. Mais les concepts sont très similaires, dépendamment de quel labo vous
vous utilisez. Donc, dans TuneTech, l'avantage qu'on peut avoir, c'est que je peux aller sélectionner en utilisant le bouton contrôle ou le bouton commande, si on a de plateforme Apple, on peut aller sélectionner les clips d'intérêt. Donc, je vais commencer en faisant du stream 2D, où est-ce que je vais aller sélectionner, par exemple, les images ventriculaires. Donc, juste par convention en pédiatrie, la fenêtre à l'apex vers le bas, comparé à l'adulte où est-ce qu'on garde la pointe de tarte vers le haut. Donc, ça, c'est un ventricule droit. On voit la valve tricuspide, on voit la valve pulmonaire et on voit la voie de chasse pulmonaire avec l'éjection. Et je pense qu'on peut apprécier ce mouvement longitudinal de la valve tricuspide qui envoie en péristaltisme vers le ventricule droit. Donc, ça, c'est une vue apicale, un apical catchant modifié, je dirais, avec, pour pouvoir justement avoir un focus sur le ventricule droit. Donc, on va faire notre longitudinal droit là-dessus. Et on a le ventricule gauche ici. On peut voir aussi bien le ventricule droit ici. Ici, on a un TAPSI, où est-ce que c'est le mode M qui est mis au niveau de l'apex jusqu'à l'attachement de la valve tricuspidienne sur la paroi libre du ventricule droit, et où est-ce qu'on est capable de mesurer la distance de mouvement de cette valve tricuspide durant la systole. Et vous voyez, ça, c'est un Doppler de la voie de chasse gauche, où est-ce qu'on pourrait aller par rapport au QRS, quantifier le temps que cela prend entre l'activation et le pic de l'éjection. Et c'est ce qu'on pourrait utiliser si on voudrait mesurer ce qu'on appelle le peak longitudinal systolic strain, mais de nos jours, on utilise souvent le peak longitudinal strain, donc pas nécessairement avec le timing, avec le pic de la systole. Donc ici, je vais aller sélectionner mes vues de la voie de chasse gauche. Alors, j'ai pris une échographie au hasard, donc on va prendre des vues. On a pris le apical two chamber view. Donc ça, c'est un souffle. Ça, c'est les Dopplers de régurgitation d'insuffisance précuspidienne ici et d'insuffisance pulmonaire pour estimer les pressions pulmonaires. Et ensuite, je rentre dans mes vues tridimensionnelles qu'on pourra aller analyser tout à l'heure. Et l'autre chose, c'est qu'on veut aller faire nos évaluations circonférentielles. Donc, on va aller chercher des vues au niveau de la valve mitrale. Ainsi que des vues au niveau mid-papillaire. Et finalement, une vue au niveau de l'apex. Et maintenant que j'ai sélectionné mes vues, je peux aller sélectionner ce qu'on appelle le Cardiac Performance Analysis, qui est le programme pour TuneTech qui s'occupe de faire de l'analyse par déformation myocardique. Donc, le système va loader les images que j'ai sélectionnées ou présélectionnées pour éviter de loader toutes les images. Et on peut commencer par le ventricule droit qui, par convention ici, utilise la convention adulte. Donc, je vais aller revoir mes imageries. J'aime bien ce ventricule droit. Je vois bien la différenciation sans myocarde. Et je vois que je suis à 101 Hz, donc 101 frames per second, ce qui va me permettre d'avoir relativement une bonne analyse de déformation. Donc, ici, vous voyez que le système a été capable de détecter déjà le QRS de mes contractions. Et idéalement, ce qu'on veut, c'est avoir à peu près 2 cycles cardiaques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux aller dans le tracé M-mode, et sélectionner avec le Study Selector les battements, les cycles cardiaques que je veux analyser. Et donc, dépendamment du nombre de cycles cardiaques, le programme va faire une moyenne des différents segments de tous ces cycles cardiaques. Et typiquement, ou théoriquement, ce qu'on veut, c'est obtenir à peu près deux cycles cardiaques consécutifs.
Si je n'avais pas le QRS, il faudrait que je trouve une manière de dire à la machine quand est-ce qui est le début de l'activation. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est tracer un mode M. Donc ici, j'ai tracé un mode M à travers ma valve tricuspide. Et vous voyez que les QRS, ici, ont tendance à tomber au niveau du pic diastolique, c'est-à-dire quand cette valve tricuspide est complètement en haut de la barre que j'ai tracée. Donc, vous voyez que mes QRS apparaissent dans les zones Donc, si par exemple, je n'avais pas mes QRS, j'aurais pu mettre mes QRS ici. Et parfois, ce qu'on peut faire, c'est aussi tracer le QRS dans le temps pour qu'on voit que le début du QRS, finalement, il est ici. Le début du QRS, il est ici. Et le début du QRS, à vrai dire, il est à peu près ici. Ce qui correspond évidemment au moment où notre valve tricuspide est complètement en haut dans ce graphique. Donc, si on suit le ventricule, on voit que lorsque la valve est complètement en haut, ça correspond à ce moment-là, ce qui normalement correspondrait à notre QRS. On va voir la barre arriver ici. Et cette barre correspond au moment du pic de la diastole. Donc, le pic de la diastole peut être aussi tracé à travers le mode M, mais vu qu'on a notre QRS ici sur l'image, l'algorithme essaye de le détecter automatiquement, mais parfois on est obligé de faire des ajustements pour être sûr qu'on est précis. Donc, ici, je vais refaire un autre ajustement puisque mon QRS débute ici. Donc, j'ai sélectionné mes deux cycles cardiaques. La prochaine étape, c'est de dire à la machine le pic de ma systole et le pic de ma diastole. Donc, le pic de ma diastole est souvent quasiment nez à nez avec le début du QRS. Et le pic de la systole, ben, c'est le moment où est-ce qu'on est au pic de la contraction. Et donc, c'est souvent le point culminant. Donc, ici, ce serait le pic de ma systole. Donc, ici, on a systole et diastole. Donc, on peut aussi set end systole, set end diastole, set R wave. Donc, vu que nous, on a, là, j'ai mis un autre R wave. Et donc, là, on a sélectionné le pic de diastole et le pic de systole. La raison pour laquelle on a besoin de sélectionner le pic de la diastole et le pic de la systole, c'est que ça nous permet de nous amener justement ici à end systole, où est-ce qu'on est capable d'aller tracer la surface endocarde-myocarde. Et ensuite, je clique et notre algorithme va aller suivre cette surface. Donc là, on est rendu end diastole. Et end diastole, bon, on peut faire aussi des ajustements si on n'est pas d'accord avec l'algorithme. Globalement, on semble être d'accord. Donc, l'algorithme calcule le tout. Et la première chose qu'on peut faire, c'est valider que, effectivement, le tracking s'est fait de manière adéquate. Et donc, on a un tracking de notre paroi myocardique qui est adéquate, ce qui semble être le cas. On peut aussi faire un algorithme où est-ce qu'on fait l'épicarde, mais ce n'est pas typique. Ce n'est pas typique de ce qui est utilisé que ce soit au niveau de la recherche ou même au niveau clinique. Mais admettons qu'on choisit de prendre aussi l'épicarde. Là, je n'ai pas tout tracé bien. Vous voyez que le suivi n'a pas été fait. La différence ici, c'est que ça va nous donner aussi un pic longitudinal de contraction globale au niveau myocardique plutôt que juste endocardique. Donc ici, je vais enlever, je vais retourner, oh, c'est mal tracé,
On va le retracer. Donc, je vais refaire mon contour. Et donc, déjà, l'algorithme dit que au niveau global, en mettant en compte ou en prenant en compte tous les segments du ventricule droit, j'ai une déformation en moyenne de moins 28%. Donc, ça a pris en compte tous ces segments et tous ces segments, en moyenne, se sont déformés d'à peu près 28% de leur taille au pic de, au pic de leur contraction. Ça me donne aussi un estimé de la valeur end diastolic area, donc l'aire de fin de diastole, l'aire de fin de systole, end systolic area, ce qui me permet de calculer une fraction de raccourcissement de l'aire du ventricule droit. Puis ensuite, je peux aller dans mes valeurs et ça me donne aussi ce qu'on appelle le free wall strain. C'est quoi le free wall strain? C'est que, comme vous voyez, le ventricule droit a une partie qui est libre et une partie septale. Et donc, le système me donne ce qu'on appelle le free wall strain, donc la valeur au niveau du ventricule droit libre. Maintenant, parce que par convention, le système est calibré pour les images adultes, dans mon contexte, cette valeur n'est pas fiable. Pourquoi? Parce que le free wall strain, ici, est plutôt, si vous aviez des images renversées, cette valeur serait le free wall strain, mais dans ce contexte-là, le système considère le free wall strain comme étant le septum, malheureusement, et ça, je vais vous le montrer au niveau segmental. Donc, le niveau segmental mentionne quoi? Donc, ici, on a le strain, qui est la valeur de déformation en pourcentage, le strain rate, qui est la vitesse à laquelle cette déformation se produit. Donc, on voit les pics E et les pics A, donc le early phase of filling et le active phase of filling durant la diastole. Le déplacement, c'est comment ces segments se sont déplacés dans le temps. Et la vélocité ici, c'est la vitesse de déplacement. Donc, c'est en centimètres par seconde. Donc, on va commencer par le strain. Et comme vous voyez, par convention, on a 6 segments. Et ces 6 segments sont quoi? Sont les segments au niveau basal, les segments au niveau mi-cavité et aussi segments au niveau apical et de part et d'autre, donc la paroi libre et la paroi septale. Maintenant, si vous voyez, c'est par définition, cette segmentation a été faite pour l'adulte. Et comme vous voyez, la machine a détecté que cette couleur-là bleue, c'est le free wall basal, donc la paroi libre au niveau de la base. Ce qui n'est pas vrai ici, puisque la paroi libre au niveau de la base, en pédiatrie, dans notre image pédiatrique, elle serait plutôt brune. Donc finalement, c'est cette valeur-là qui est notre valeur de paroi libre au niveau de la base. Et comme je vous ai dit, il y a une contraction longitudinale importante du ventricule droit. Et c'est pour ça que le TAPSI regarde la valeur du mouvement à ce niveau-là. Et comme vous voyez, c'est une des valeurs les plus importantes de contraction, ainsi que l'apex. Donc ici, les courbes longitudinal strain correspondent chaque courbe à chaque segment de suivi. Et donc, à mesure, donc on est en end diastole, ici on est en end systole selon détecté par ce qu'on a tracé avec notre mode M. Et donc, ici, on commence aux valeurs de 0. Et à mesure qu'il y a la contraction de chaque segment, comme par exemple ce segment-là, qui correspond à ce segment-là, on est capable de suivre sa contraction à travers le cycle cardiaque jusqu'à qu'on arrive au pic de la systole. Et ce qu'on voit ici, c'est que les pics de chaque segment sont quasiment nez à nez. Donc, il y a une harmonie dans la contraction de ce ventricule, où est-ce que chaque segment arrive à un pic de contraction à peu près en même temps. Donc, il n'y a pas vraiment de différence de temps entre le début de ma diastole et le pic de ma diastole jusqu'au pic de ma systole pour chaque segment. Donc, on parle ici de synchronie. On voit que tous nos axes ventriculaires ont une certaine synchronicité et aussi on veut quantifier par seconde. Donc, on parle ici du time to peak.
Le time to peak, ça veut dire que le pic ici, donc on commence à 0, on arrive à 130 millisecondes, 260 millisecondes, 390 millisecondes, et à mesure qu'on continue dans le temps par rapport à notre axe cardiaque, notre début d'analyse, on est capable de quantifier combien de temps cela a pris pour pouvoir arriver au pic de la contraction. Et donc ici, vous voyez, maximum opposing wall delay, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a 20 millisecondes entre le segment minimum et maximum de contraction. Donc, on est vraiment comme à quelque chose de négligeable au point de vue de ce qu'on appelle la dysynchronie. Et donc, on voit ici que lorsqu'on met et qu'on prend en compte le pic de notre contraction, on est globalement en moyenne à moins 28,38 de strain. Même chose, on est capable d'aller quantifier ce qu'on appelle la vélocité de déformation, donc la vitesse à laquelle cette déformation s'est produite. Et comme on voit ici, notre peak strain rate, il est à 89 millisecondes. Donc, il arrive avant le pic de notre déformation parce qu'il y a une accélération à la contraction et ensuite une certaine décélération dans notre contraction. Puis éventuellement, on rentre dans les phases diastoliques du rythme cardiaque où est-ce qu'on a une certaine première accélération et une deuxième accélération qui correspond à la phase passive de remplissage volumique ventriculaire, puis ensuite à la phase qui est reliée à la contraction auriculaire. Donc ici, on a le pic de notre contraction auriculaire. Et on a les vitesses, donc ici on a le strain rate, qui nous permet de quantifier aussi la vitesse à laquelle se produit. Et certaines études ont démontré que potentiellement le strain rate était moins sensible aux changements de précharge et de post-charge, mais il y a quand même toujours un certain degré de confusion par rapport à ça. J'irai pas trop dans le déplacement de vélocité, c'est moins utilisé dans la quantification, bien qu'il y ait certains algorithmes qui regardent, par exemple, le déplacement. Donc ici, vous voyez longitudinal et transverse displacement. Transverse, ça veut dire que c'est dans l'axe gauche-droit. Longitudinal, c'est dans l'axe nord-sud. Donc, si on voudrait avoir un certain estimé du TAPSI ou du mouvement de ce segment-là, eh ben, on pourrait utiliser le displacement comme étant un proxy du TAPSI. C'est vraiment un déplacement absolu qui ne tient pas en compte de la taille ventriculaire, par exemple. Donc ça, c'est pour le ventricule droit. Je vais sortir de là. Et ensuite, on va retourner dans notre algorithme de strain. Et on va faire le ventricule gauche. Donc, pour cela, ça nous le dit, on va prendre premièrement un apical 4 chambres. Ici. Ensuite, on va aller chercher un apical 3 chambres. Et ensuite, on va prendre un apical 2 chambres. Et cette fois-ci, on fait la même chose, mais sous les différents axes. Donc, je vais aller un peu plus vite. Là, on est dans le 2 chambres. On peut suivre ici comme ça. Donc, ici, je sais que j'ai un QRS. Donc, je vais mettre set R-Wave. J'ai mon deuxième QRS ici. Donc, finalement, je prends ça comme ça. Et j'ai mon troisième QRS ici. Où est-ce que je vais ajuster ça? Ça, je vais l'enlever et je vais prendre simplement ces deux sites cardiaques comme étant les sites que je veux analyser. Et donc, early diastole va être juste après mon QRS. Et early systole va être au pic de ma systole. Puis ensuite de cela, je regarde et je suis prêt à faire mes tracés. Donc,
Donc, il y a parfois certains ajustements qu'il faut faire. Et donc là, on a déjà des valeurs qui sont, on peut voir si le suivi se fait de manière adéquate. Ensuite de cela, donc on a une première série. Ensuite de cela, on va faire notre 4 chambres. Donc, même chose, on va prendre 2 cycles cardiaques. Un, 2, 3. Et le pic de notre systole ici. Et même chose. On a notre contraction ici. Et ensuite, on a notre dernier segment qui est le 3 chambres. Parce qu'ici, ils n'ont pas été capables de détecter, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de cycles cardiaques. Vous voyez ici, il n'y a que un QRS. Donc, on va faire ça avec un cycle cardiaque. Idéalement, on veut 2 cycles cardiaques. Et le deuxième est ici. Et notre pic de systole est là. Systole. Et on peut ensuite, donc, on commence à tracer ici, ici, ici. Et donc, je vais faire mon 2 chambres, puisque bon, plus. Donc, parfois, ça nécessite quelques tracés. Et ici, ça n'a pas suivi les parois comme il faut. Augmenter le contraste. Voir. Ça semble mieux coordonné. Et donc, ensuite de ça, on obtient ce fameux bull's-eye qui représente les segments d'intérêt, donc au niveau basal, au niveau mid-cavity, puis au niveau de l'apex. On a notre strain au niveau endocarde, un estimé de la fraction d'éjection, un estimé des volumes systoliques et diastoliques, de la taille du ventricule gauche, donc de length. Et ensuite, bon, des mesures au niveau basal, systole, ça c'est aussi en systole, au niveau diastole, donc the length and diastole, basal en diastole. Puis ensuite, ça c'est une mesure de dysynchronie. Et donc, on peut aller au niveau de nos analyses segmentaires. Et donc, présentement, je suis dans le 2 chambres, mais je peux aussi aller dans le 4 chambres ou dans le 3 chambres. Et je peux aller rechercher mes informations de strain et de strain rate. Donc, si je vais par exemple dans le 4 chambres, on voit qu'il y a early phase et active phase. Donc, early filling, donc on le voit ici aussi, early filling and active filling, donc quand il y a la contraction auriculaire.
Et on voit également les différentes courbes qui correspondent, comme le ventricule droit, aux différents segments que je vous ai mentionnés. Donc, on peut aller rechercher le strain et le strain rate. Et donc, souvent, ce qui est d'intérêt clinique, c'est plutôt cette valeur, c'est donc cette valeur globale, où est-ce qu'on a mis en compte tous ces segments-là, tous leurs pics, et qu'on a fait une moyenne pour pouvoir obtenir une valeur globale de contraction au point de vue de sa déformation. Donc ça, c'est pour le ventricule gauche. Donc ici, on obtient une valeur globale longitudinale de moins 21%, ce qui serait considéré dans la normale, puisque souvent on parle aux alentours de moins 20%, moins 18%, qui sont des valeurs qui sont à peu près normales pour le ventricule gauche au niveau de la contraction, souvent aux alentours du moins 20%. Et une fraction d'éjection aux alentours de 56% pour ce patient-là, mesurée par déformation. Mais si on veut aller plus dans des valeurs comme par exemple de vélocité, on peut aller chercher le peak strain rate, donc le strain rate peak pour la moyenne qui est à moins 2 par seconde, qui est aussi dans le limite de la normale, ou aller chercher justement chaque valeur, donc basale inféroseptale, mid inféroseptale, apicale septale. Ça serait correspondant si ça serait des images adultes. Moi, je suis obligé d'aller faire l'inverse parce que mon septum, c'est les images, c'est les valeurs qui sont en vert, alors qu'ici, ça me mentionne que ce sont les valeurs latérales, antérolatérales, ce qui n'est pas vrai. Ce sont les valeurs septales et ce sont celles-ci qui sont les valeurs latérales et antéroseptales. Donc, globalement, d'intérêt, ce qu'on voit, c'est qu'on a moins 2 par seconde et au niveau strain, on est à moins 21,6 ou pardon, on est à le global, on se retrouve à moins 21,34, ce qui est dans les valeurs complètement de la normale. Donc, on va fermer pour le ventricule gauche, ici, et on va aller dans le parasternal corax. Et ce qu'on peut faire avec le parasternal corax, c'est répéter l'expérience, mais en regardant les valeurs circonférentielles, donc mid-papillaire, apicale et au niveau de la valve mitrale. Et refaire le même exercice. Donc, on va aller rechercher les QRS. Donc, on a le premier QRS ici. On a notre deuxième QRS ici. Et on a notre troisième QRS ici, ce qui est parfait. Donc, on va prendre ces périodes-là et on peut aller aussi faire un pause et grâce à ça, trouver le pic de notre systole, qui semble être bien identifié ici. Donc, on voit, c'est le pic de notre systole. Et donc, on peut aller faire maintenant notre tracé. Donc, on peut aller faire le tracé comme ça. Et on peut aller chercher l'endocarde de l'épi si on veut aller quantifier les valeurs radiales d'épaississement. Donc, on parle de circonférentiel. Au niveau papillary muscle, donc mi-cavité. Et ici, on voit qu'il faut qu'on fasse quelques petits ajustements du tracking. Ça.
le système calcule. Et encore une fois, on peut aller voir est-ce que le tracking se fait de manière adéquate. Et on est capable ensuite d'aller quantifier ce qu'on appelle le endocardial global circumferential strain. Circumferential, puisque ça regarde le périmètre. Et donc, c'est encore une fois, ça nous donne une fraction de raccourcissement de l'air, ça peut nous donner end-diastolic area, end-systolic area, et ça nous donne aussi la rotation en degrés, ici qui est quantifiée à moins, donc, comme on avait dit, counterclockwise, donc anti-horaire qui est négatif. On peut aller faire la même chose au niveau de la base et de l'apex, mais souvent pour les valeurs circonférentielles, on va utiliser vraiment ce qui se passe au niveau de mid apical. Set our wave. M, pic systole. Et donc, on peut aller chercher ça. Je ne retracerai pas je ne retracerai pas le radial par souci de temps. On va calculer ce qui se passe au niveau mitral et au niveau de l'apex. Donc, ici aussi, on a un cardiac cycle. Donc là, l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'en recréant nos volumes, donc on sait que la partie myocarde n'est pas fiable parce que je n'ai pas retracé correctement. Si on va au niveau mid-papillaire, ici, ce qu'on est capable d'obtenir au niveau segmentaire, c'est les valeurs de strain radial et circonférentiel. Donc, on est capable d'obtenir que le radial est positif 49 au pic de sa contraction. Donc, ça fait du sens puisqu'il y a un épaississement. Et le circonférentiel est négatif 0,33 puisqu'il y a une diminution du diamètre de ce cercle. Donc, c'est normal que ça soit négatif au niveau d'une diminution de la circonférence. Donc, c'est vraiment un pourcentage au niveau circonférentiel qui fait qu'on a un pic de contraction à moins 33,5, ce qui est beaucoup plus élevé, comme vous le voyez, que le pic longitudinal, puisqu'il y a une plus grande puissance au niveau circonférentiel. L'autre chose qu'on peut faire, c'est obtenir des indices de rotation. Donc ici, vu que on a la base et l'apex, on est capable d'aller chercher le pic de rotation de l'endocarde au niveau de la base ainsi que de l'apex, qui en displacement ici est positif 3,5 degrés. Donc, au niveau rotationnel, displacement, on est à 3,5 degrés. Et au niveau basal, on est à moins 0. Donc, on considère qu'il n'y a presque pas de rotation au niveau de la base au pic de la contraction. Et donc, si on fait 3 moins 0, le twist serait à 3. À 3. Moins 0, je veux dire. Serait à 3. Donc, les techniques en 2D pour évaluer les propriétés de rotation ne sont pas encore mises au point, on va dire. C'est plutôt via le 3D qu'on est capable d'avoir des valeurs plus fiables. Donc ça, c'est pour les valeurs au niveau du courax. Donc, on est surtout intéressé par la valeur au niveau papillaire et on est surtout intéressé par la valeur de Global Circumferential Strain. On va finir avec le 3D. Donc ici, on veut également obtenir des images qui sont donc le même concept, des images avec le plus haut frame rate, de haute qualité, voire reconstruire des volumes 3D. Et ce que l'algorithme va faire, c'est faire exactement le même système, mais va faire ses évaluations en tridimensionnel, en utilisant toutes les vues et en utilisant toutes les informations du volume 3D pour pouvoir justement donner des valeurs, entre autres, de volume, donc end-diastolic, end-systolic volume, stroke volume, fraction d'éjection,
global longitudinal strain, global circumferential strain, le twist et la torsion qui est cette valeur de twist normalisée avec la taille du ventricule. Donc, ici, on a nos valeurs. On est capable aussi de voir, par exemple, le twist et la rotation. Donc, on parle de la rotation apicale et de la rotation basale avec ce qu'on appelle le twist qui est ça moins ça. Donc, ça correspond un peu aux valeurs normales qu'on avait présentées des modèles normaux. On est capable aussi de voir ce qu'on appelle le time to peak, donc d'aller quantifier les valeurs que chaque segment va avoir au pic de leur contraction, et ensuite de voir est-ce qu'il y a une certaine harmonie. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a évidemment une certaine harmonie, puisque toutes les pics sont à peu près au niveau du même axe, qui est le pic de la systole. Donc, on peut utiliser les volumes 3D pour pouvoir vraiment quantifier tous ces paramètres-là de manière beaucoup plus rapide, surtout si c'est à haute résolution, et de nous permettre aussi d'avoir une certaine carte, une cartographie de la performance de notre cœur. Donc ça, c'est pour les volumes 3D du ventricule gauche.